Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Un coup de tonnerre, écrit par Ray Bradbury et paru en 1952, à Un passé merveilleux écrit par Octave Béliard, et publié en 1909, et à La patrouille du temps, écrit par Poul Anderson et paru en 1955. Et Kells regarde un écriteau proposant une partie de chasse à travers les âges. Il s'adresse à un employé placé dans un guichet. L'employé ne garantit pas qu'Kells revienne vivant de son voyage. Travis sera le guide des Kells. Ce dernier ne devra tirer que lorsqu'on lui dira de tirer, sinon il sera soumis à une amende, et peut-être à des poursuites. Et Kells se jette un œil à la machine à remonter le temps. Nous apprenons que Kess a gagné récemment les élections présidentielles au détriment de Dutcher. Et Kells chassera un Tyrannosaurus Rex surnommé le lézard du tonnerre. Cette chasse est dangereuse, puisque plusieurs clients et plusieurs chasseurs en sont déjà morts. Et Kells entre dans la machine. Il est accompagné de Travis, de son aide l'Espérance, et deux chasseurs nommés Bigging et Kramer. Il retourne 60 millions d'années en arrière. Il y a une passerelle qui ne touche pas le sol dans le but de rien abîmer. Et Kells devra rester sur la passerelle, et devra tirer seulement sur l'animal qu'on lui indiquera. Le moindre changement dans le passé risque de changer le futur. Tuer un animal, ou écraser une plante peut mettre fin à une descendance, faire manquer de nourriture une autre espèce, qui risque de s'éteindre ou provoquer un événement qui n'aurait pas dû être. Les animaux sur lesquels on peut tirer, sont marqués avec une peinture rouge. On a suivi le futur de ces animaux, dont la mort est imminente. L'heure de passage de l'animal, a été notée de manière à se trouver au bon endroit au bon moment. L'équipe de la machine. Et Kells est impatient. On entend un coup de tonnerre. Et Kells se rend compte de l'énormité de la créature, et comprend que ça a été une folie de venir ici. Et Kells n'arrête pas de parler, ce qui fait qu'ils sont vus par l'animal. Et Kells commence à paniquer. Le dinosaure approche, et les deux autres chasseurs lui tirent dessus. Au lieu de retourner dans la machine, et Kells se part de la plateforme. Les deux chasseurs tirent plusieurs fois sur le dinosaure et l'animal finit par tomber. Les hommes sont couverts de sang. Et Kells est maintenant dans la machine. Une branche tombe sur l'animal. Elle aurait dû causer la mort du T-Rex, si les voyageurs du futur n'étaient pas venus. Le corps ne doit pas bouger de place, mais Kells peut être pris en photo aux côtés du dinosaure. Travis force Kells à sortir de la machine. Puisqu'il y a de la boue sur les chaussures des Kells, l'entreprise devra payer une amende, et il y aura peut-être des conséquences sur l'histoire. Et Kells propose un chèque. Travis dit à Kells qu'il pourra revenir, après avoir enlevé les balles de l'animal, car celles-ci appartiennent au futur. Et Kells le fait. L'équipe revient dans le présent. Et Kells remarque que la pièce et le guichet qu'il avait quitté ne sont plus tout à fait les mêmes. Lorsqu'il regarde l'écriteau, il s'aperçoit qu'il manque certaines lettres. Il voit que dans la boue de ses chaussures, se trouve un papillon. Il apprend que Dutcher a gagné les élections. Travis prend sa carabine, et on entend un coup de tonnerre. Le narrateur est à Rome. Il rencontre dans les ruines Monsieur Bozzoli, qui est un vieil homme mélancolique. Bozzoli emprunte au narrateur son livre nommé La machine à explorer le temps de Wells. Il dit que ce n'est que de la fantaisie et paraît tourmenté. Bozzoli déclare avoir inventé la machine à remonter le temps, il y a 40 ans. Le narrateur suit Bozzoli chez lui, et va dans la cave. La machine était là, mais elle n'est plus visible, car elle est perdue dans le temps. Ses deux fils ont également disparu. Autrefois, Bozzoli a été heureux d'être parvenu à construire cette machine, et il a exprimé sa joie à l'extérieur. Lorsqu'il est revenu chez lui, Bozzoli a remarqué que ses deux fils et sa machine avaient disparu. Le narrateur ne le croit pas. Certaines personnes ont cru que Bozzoli était le meurtrier. Après un procès, Bozzoli a atterri dans une maison de fous. Il a fait une guérison, pour sortir de l'asile. Bozzoli pense que ses enfants sont morts, mais le narrateur dit qu'il est possible qu'ils soient toujours vivants. Cependant, comme on ne sait pas à quel moment ils sont arrivés avec la machine, la recherche serait trop longue, si le père se lançait dans des recherches. Quand le narrateur revient plus tard, il se rend compte que Bozzoli veut construire une nouvelle machine, dans le but non pas d'aller rejoindre ses enfants, mais de les faire revenir. Les années passent. Bozzoli vieillit, et devient malade. Ses enfants ne sont toujours pas de retour. La machine est prête. Bozzoli reste dans la cave, avec l'espoir d'apercevoir ses fils, bien que cela aggrave sa maladie. Le narrateur propose de surveiller l'endroit à la place de Bozzoli. Un jour, Bozzoli voit une personne habillée en guerrier. Il s'agit d'un des fils de Bozzoli nommé Romualdo Bozzoli. Romualdo parle une langue étrange, et ne maîtrise que difficilement l'italien du présent. Le narrateur amène Romualdo à son père. Romualdo dit que son frère est mort.
Il est difficile de tirer un récit de la bouche de Romualdo, puisqu'il a du mal à maîtriser une langue qu'il n'a pas parlée depuis 40 ans, et car il n'est plus habitué à cette époque. Lorsque Romualdo se promène dans Rome, il remarque que certains éléments sont à la même place que dans le passé. Après cette sortie, Romualdo raconte son histoire. Il y a 40 ans, lui et son frère ont joué avec la machine. Elle a été mise en marche. Ils ont été recueillis par un éleveur de chèvres, et par sa femme. Auprès d'eux, ils ont pu apprendre la langue. Ne comprenant pas encore qu'il avait fait un voyage dans le temps, l'autre frère était persuadé que la maison était dans les environs. Un jour, les deux frères ont été capturés par des soldats. L'éleveur est parvenu à leur sauver la vie en disant qu'ils étaient les enfants de Dieu, et que c'était une louve qui les avait nourris. Le père comprend que Romualdo a tué son frère, car l'histoire racontée par son fils est celle de Romulus et de Rémus. Le choc de savoir que son fils est un meurtrier fait mourir le père le lendemain. Juste avant son retour dans le passé, Romualdo était roi de Rome, et il présidait un rassemblement de soldats sur le champ de Mars. Une révolte se tramait contre lui. Des éclairs sont apparus dans le ciel. Romualdo a rejoint la machine qu'il avait laissée à la même place, et cachée dans un édicule. Un terrible coup de foudre l'a fait repartir dans le présent. Mansevra répond à une annonce à propos d'un job qui imposerait des voyages lointains. Il rencontre M. Gordon. Un entretien se déroule durant lequel des questions étranges sont posées. Évrard passe des tests grâce à des machines et un casque sur la tête. Les résultats sont satisfaisants et Évrard est engagé. Son rôle sera de patrouiller dans le temps. L'académie se situe à l'ère Oligocène et sera détruite avant l'arrivée des hommes. Évrard arrive en navette temporelle. D'autres personnes qui viennent en même temps que lui sont originaires de temps différents. Évrard rencontre un Anglais nommé Charles Weltecombe. Un moniteur nommé Dardequel me dit que les personnes qui viennent d'arriver proviennent toutes des années comprises entre 1850 et 1975. Dardequel me leur montre une pièce type et leur explique comment fonctionnent les appareils. Un banquet a lieu. Dardequel me leur raconte l'histoire liée à la découverte d'un transport temporel par un groupe nommé les Neufs. Il explique que des éléments peuvent à la fois avoir eu lieu et n'avoir pas eu lieu. Les Neufs ont voulu se servir de leur invention afin de supprimer dès la naissance leurs ennemis. Cependant, les Daniliens sont venus du futur approximé à 1 million d'années. Ils ont réglementé les voyages dans le temps, afin que leur époque ne soit pas dérangée. De cette volonté découle la création des patrouilleurs. La formation dure 3 mois. Évrard suit différents cours. Il se lie d'amitié avec Weltecombe. Lors d'une partie de chasse, Weltecombe lui dit que s'il tue un animal, il n'y aura pas de conséquences dans le futur. Bien qu'on leur a enseigné de ne pas intervenir, Weltecombe pense que si une chose devait se produire, elle se produira par un autre moyen. Le temps est élastique. Il dit ne rien pouvoir faire pour sauver sa fiancée nommée Mary Nelson, qui a été tuée par un V1 en 1944 après s'être rendue à une maison voisine. Tous les stagiaires reviennent à leurs années respectives. Officiellement, Évrard devient conseiller spécial de la société. Officieusement, il lit des journaux. Dans un livre, Évrard découvre une histoire qui se serait déroulée en 1894 à Addleton, et dans laquelle il est question d'un contenu étrange se trouvant dans un tumulus. Il décide de faire des recherches, afin de savoir s'il est question d'un voyage dans le temps. À la bibliothèque, il découvre que Lord Wyndham a fouillé un tumulus en compagnie de Rotheritt. Dans le tumulus, un coffre a été retrouvé. Peu de temps après, Lord Wyndham est décédé. Rotheritt a été accusé de meurtre, mais un détective a réussi à montrer que la mort de Lord Wyndham a été due à des émanations provenant du coffre. Le coffre a été jeté dans la Manche. Évrard envoie une note grâce à une navette postale. Il reçoit une réponse d'un homme nommé Menno Ezring. Ce dernier écrit que Évrard pourra enquêter lui-même sur place en compagnie d'un Britannique. Un rendez-vous est fixé. Évrard prévient Charles Weltecombe qui est d'accord pour partir avec lui. Grâce à un saut-temps, Évrard rejoint Charles Weltecombe. Ensemble, ils se rendent au bureau de Menno Ezring. Ce dernier leur donne des vêtements, des papiers et de l'argent de l'époque dans laquelle ils sont. Évrard et Weltecombe font un voyage dans le temps, jusqu'au lendemain afin de prendre le train pour se rendre à Addleton. Ils vont au château de Wyndham. Ils se font passer pour des archéologues. Un inspecteur leur permet d'examiner le tumulus. Le coffre semble sortir d'une usine. Il est radioactif. L'inspecteur pense que Rotheritt est innocent, et que quelque chose s'est dégagé dans le tumulus, ce qui a tué Lord Wyndham. Sur le trajet du retour, les deux patrouilleurs datent le bois du tumulus vers 464. Il est difficile à croire que la radioactivité est encore présente après tous ces siècles. Un rapport est effectué auprès de Menno Ezring. Ce dernier apprend aux deux patrouilleurs que le métal du coffre date du XXXe siècle. Un marchand qui a visité l'année 2987 s'est fait voler sa machine qui a été retrouvée au 5e siècle par Évrard et Weltecombe.
Même si leurs copies du passé ont déjà réglé l'histoire, Évrard et Weltecombe doivent tout de même la régler à leur niveau. Ils sont préparés, afin de se rendre à cette époque. Ils partent en 464 après Jésus-Christ. À cette date, le tumulus existe déjà, il faut donc retourner encore plus en arrière. Il se décale de quelques heures, afin que ce ne soit plus la nuit, mais le jour. Ils parviennent à un hameau. Ils se présentent sous de faux noms. Wulfnoth les accueille. Il leur apprend qu'un sorcier est venu. Il s'appelait Stan, était devin auprès du roi, et avait un bâton qui lance la foudre. Stan voulait que ce peuple cesse de repousser les Bretons, et fasse la paix. 2 messagers l'ont tué, il y a 3 ans. Évrard et Weltecombe retournent 3 ans en arrière. Le tumulus n'est plus là. Ils se font passer pour des représentants d'un commerçant. Tous deux se rendent au palais du roi Anguiste où se trouve Stan. Évrard confie au garde le mot de passe, l'homme de 2 mains qu'il devra répéter au sorcier. Ils obtiennent le droit de le voir. Stan les accueille avec son désintégrateur. Les 2 hommes sont désarmés. Ils lui font un faux portrait de la langue qu'ils parlent et de leur lieu de provenance. Le vrai nom de Stan est Roser-Stahlne, et il provient de l'année 2987. Stan dit vouloir changer le passé, pour éviter les catastrophes du temps auquel il appartient. Il veut éviter que les Saxons n'anéantissent les Bretons. Son but ultime est d'apporter la paix dans le monde. Weltecombe donne un coup de hache dans Stan qui décède. Weltecombe va ramener la navette temporelle en 1894, tandis que Évrard va chercher le saut de temps. Évrard revient voir Menno-Ezring, mais Weltecombe est absent. Il pense savoir à quelle année Weltecombe se trouve. Évrard se rend dans le Londres de 1944 qui est en flammes. Il trouve dans l'annuaire l'adresse de Marie Nelson. Il dit à Madame Anderby qu'elle et sa famille doivent se rendre chez Marie Nelson. Évrard se rend chez Marie et l'empêche de sortir. Il lui demande si elle a vu Charlie Weltecombe. Elle lui répond qu'elle ne l'a pas vu depuis plusieurs semaines. Charlie Weltecombe ne tarde pas à toquer à la porte. Weltecombe veut voyager dans le temps, avec sa fiancée afin de lui éviter son destin. Évrard prévient Weltecombe des conséquences du plan qu'il veut mener. Comme l'avait prévu Évrard, des patrouilleurs viennent jusqu'à eux. Les 2 patrouilleurs sont paralysés, puis attachés. Évrard demande à faire une requête auprès d'un Danilien. Un des leur dit que tout ce qu'il vient de se passer était déjà connu. Coexistaient en même temps la requête d'Évrard et la mort de Marie Nelson. Pour régler ce paradoxe, les Daniliens devaient choisir entre ces 2 options. Évrard a choisi à leur place. Marie a été envoyée avec Charlie Weltecombe en 1850. Évrard va être ramené en 1954 par les patrouilleurs. Il devra se rendre auprès de son chef de secteur. Il recevra un nouvel entraînement, afin de devenir non attaché, dont les missions consistent à aller partout, à n'importe quelle ère. Si nous ne considérons pas les voyages dans le temps peut revêtir 2 aspects. Le premier est cyclique. L'axe est une succession d'heures, de jours, de semaines, de mois, d'années et même de vies. À chaque laps de temps fini, le temps revient à son état initial. L'aspect du temps peut être linéaire. Les choses débutent par leur naissance ou leur construction, et se terminent par la mort ou la destruction. Les erreurs passées ne peuvent pas être corrigées, et la fin est inévitable. Selon cet aspect, le temps peut être représenté par une ligne. Cette ligne correspond à la vision du temps de Chronos. Habituellement le passé est placé derrière ou à gauche du présent et le futur devant ou à droite du présent. Cependant, le peuple Aymara considère que le passé se situe devant le locuteur, car il lui est connu et visible, tandis que le futur est placé derrière le locuteur, car il est inconnu et invisible. 2 autres conceptions peuvent exister. Nous pouvons considérer que l'individu est en mouvement sur l'axe du temps. Le présent se déplace vers le futur, mais le futur, de par sa nature, ne sera jamais atteint. La seconde conception énonce que l'individu est immobile sur l'axe, et que ce sont les événements qui viennent à lui. Voyager dans le temps est un rêve humain. Le faire peut permettre de connaître son futur, de connaître son passé, et aussi de modifier le ou son passé. Dans les 3 nouvelles, nous n'avons pas de voyage dans le futur. Tous les voyages se font vers le passé. Dans un coup de tonnerre, les voyageurs se déplacent de 2055 au temps des dinosaures situés à 60 2055 années de 2055. Dans le passé merveilleux, le temps T se situe après la publication de la machine à explorer le temps de Wells, et la machine est remontée jusqu'au temps de Romulus et Rémus situés approximativement vers 750 avant Jésus-Christ. Dans la patrouille du temps, Évrard qui est en 1954, se déplace à la période de l'ère Oligocène, au 5e siècle, en 1894 et en 1944. Il rencontre des voyageurs qui sont venus de temps ultérieurs au temps T d'Évrard, mais nous ne voyons jamais Évrard aller dans le futur. Dans les 3 nouvelles, les voyages dans le temps se font par le biais de machines. La première nouvelle et la seconde nouvelle utilisent le mot machine, et la troisième, le mot de sautant. Alors que dans un coup de tonnerre,
et dans la patrouille du temps, le voyage dans le temps dépend d'une volonté, il est le fruit d'un accident dans le passé merveilleux. Un coup de tonnerre, et le passé merveilleux considère le temps comme une simple ligne droite. Dans un coup de tonnerre, une modification dans le passé, qu'elle soit importante ou insignifiante, entraîne de lourdes conséquences dans le présent. Ainsi, Carrekels a écrasé un papillon et l'a amené dans le temps présent a subi des modifications. L'écriture du panneau n'est plus la même, le président élu n'est pas le même et le bruit du coup de tonnerre peut signifier, soit que Travis tire sur Eccles, ou qu'il y a un T-Rex dans les parages. L'effet papillon est une expression utilisée par Edward Lorenz lors d'une conférence intitulée Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil, peut-il provoquer une tornade au Texas, même si l'idée de cette théorie est proche de celle de la nouvelle, ce n'est pourtant pas la même. Alors que dans un coup de tonnerre, ce sont les modifications du passé qui ont modifié le présent, dans le passé merveilleux, c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les Romualdo et Remo du présent qui, envoyés dans le passé, ont modifié le passé, puisqu'ils ont créé le mythe de Romulus et Rémus. Le passé est impacté, mais le présent l'est également. En effet, si Romualdo et Remo ne s'étaient pas rendus dans le passé, alors le mythe de Romulus et Rémus n'existerait pas dans le présent. Puisqu'ils se sont rendus dans le passé, leur voyage a impacté le passé, car le mythe a été créé, et aussi le présent, puisque les personnages du temps T connaissent ce mythe. Dans la patrouille du temps, la conception du temps est plus complexe. Nous pouvons considérer non pas une, mais plusieurs lignes temporelles. Ceci explique pourquoi les personnages sont obligés de faire des choses qu'ils ont déjà effectuées sur d'autres lignes temporelles. Ceci explique aussi pourquoi d'autres personnages savent déjà ce qu'ils vont faire avant même qu'ils ne le fassent. Dans cette nouvelle, une petite modification du passé n'a pas d'incidence sur le futur. C'est ce qu'indique Welt Combe lors de sa promenade avec Evrard. C'est également pour cela que les stagiaires sont libres de pratiquer la chasse. Certains éléments peuvent en revanche provoquer des conséquences importantes dans le futur. La patrouille du temps a été créée afin d'éviter toute modification substantielle de l'avenir. Et soudain, tout se tut comme si quelqu'un avait claqué une porte. Le silence. Un coup de tonnerre. Sortant du brouillard, à une centaine de mètres, le Tyrannosaurus Rex avançait. Saint Vierge, murmura Eccles. Chut! Il arrivait planté sur d'énormes pattes, à larges enjambées, bondissant lourdement. Il dépassait d'une trentaine de pas, la moitié des arbres, gigantesque divinité maléfique, portant ses délicates pattes de devant repliées contre sa poitrine huileuse de reptile. Par contre, chacune de ses pattes de derrière était un véritable piston, une masse d'os, pesant 1000 livres, enserrée dans un réseau de muscles puissants, recouverte d'une peau caillouteuse et brillante, semblable à l'armure d'un terrible guerrier. Chaque cuisse représentait un poids d'une tonne de chair, d'ivoire et de mailles d'acier. Et de l'énorme cage thoracique sortaient ses deux pattes délicates, qui se balançaient devant lui, terminées par de vraies mains, qui auraient pu soulever les hommes comme des jouets, pendant que l'animal aurait courbé son cou de serpent pour les examiner. Et la tête elle-même était une pierre sculptée d'au moins une tonne portée allègrement dans le ciel. La bouche béante laissait voir une rangée de dents acérées comme des poignards. L'animal roulait ses yeux, grands comme des œufs d'autruche, vides de toute expression, si ce n'est celle de la faim. Il ferma sa mâchoire, avec un grincement de mort. Il courait, les os de son bassin écrasant les buissons, déracinant les arbres, ses pattes enfonçant la terre molle, y imprimant des strass profondes de 6 pouces. Il courait d'un pas glissant comme s'il exécutait une figure de ballet, incroyablement rapide et agile pour ses 10 tonnes. Il avança prudemment dans cette arène ensoleillée, ses belles mains de reptile prospectant l'air.